Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu actu parce qu'aujourd'hui j'aimerais revenir sur plusieurs points, plusieurs actus, plusieurs polémiques, que ce soit négatif mais parfois je vous rassure un peu plus positif, qu'on a pu observer et vivre pendant ces éditions des Jeux Olympiques 2024. J'ai voulu refaire un petit résumé, un petit débrief, un petit bilan de ces JO. Je vous préviens tout de suite, il y a eu bien évidemment énormément de choses, ce qui fait que je n'ai pas pu tout vous reprendre dans cette vidéo parce qu'elle allait durer littéralement 3 heures. Et donc j'ai dû choisir les amis, mais ce que je vous propose, c'est que vous me laissez en commentaire toutes les actus, toutes les choses qui vous ont marqué, de manière à vraiment enrichir ma vidéo et à ce que ce soit le plus complet possible. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir et on est parti. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties, j'ai mis tous les chapitres, donc n'hésitez pas à aller checker ça. On va commencer par tout ce qui est organisation des Jeux Olympiques. Ensuite, on va aborder la cérémonie et toutes les polémiques, en tout cas les plus grosses qu'il y a eu lors de cette cérémonie. On va ensuite parler en 3e lieu de toutes les polémiques concernant les athlètes. Vous allez voir, j'en ai sélectionné quelques-unes seulement. Et finalement, en 4e position, tout ce qui est performance, médaille des athlètes. Encore une fois, j'ai surtout pris les Français et les Belges parce que je ne pouvais évidemment pas vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines de JO. J'avais fait d'ailleurs une petite story sur Instagram où vous avez pu me partager les points que vous vouliez que j'aborde. Donc pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi, ça peut toujours être cool. Abordons tout d'abord l'organisation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ces JO, pour des raisons financières et pour des raisons aussi éco-responsables, ils ont voulu absolument construire le moins d'infrastructures possible. C'est-à-dire que 95% des infrastructures utilisées pour les JO étaient déjà existantes et que seulement 5% des infrastructures a été construite spécialement pour les Jeux Olympiques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les problématiques des Jeux Olympiques de manière générale. J'ai parlé de plein d'éditions, dont par exemple l'édition de Pékin, l'édition de Athènes, l'édition au Brésil. Et on s'est rendu compte que pour beaucoup d'éditions, les pays hôtes construisaient énormément d'infrastructures spécialement pour les Jeux Olympiques et que malheureusement, la plupart du temps, ils n'ont pas su recycler ces lieux, ils n'ont pas su en tirer profit. Et donc, il y a beaucoup de pays, notamment en Grèce, où toutes les infrastructures, ou quasi, ont été abandonnées, ce qui a été un désastre écologique, un désastre financier. C'est des pays qui sont toujours en dette. J'ai vu une vidéo d'ailleurs récemment de Juju Urbex, je vous conseille d'aller la voir, qui a visité le site des Jeux Olympiques d'Athènes, où ils sont pour le moment encore en train de tout enlever, de tout déconstruire, 20 ans plus tard, parce que les JO d'Athènes c'était en 2004. Et donc on a observé durant toutes ces dizaines d'années que c'était un énorme problème. Et la France a voulu du coup attaquer ce problème de front et ne pas construire ou le moins possible d'infrastructures et utiliser déjà les infrastructures existantes dans la ville de Paris. Et on est d'accord que Paris c'est une ville très belle où il y a déjà beaucoup d'infrastructures existantes et que c'était finalement une très bonne idée de fonctionner de la sorte. Et on a pu le voir pendant la cérémonie que ces 6 km de cérémonie avec tous ces artistes et tous ces tableaux se sont construites autour des monuments de Paris et qu'il n'y a pas eu un stade olympique comme il y a toujours habituellement lors des autres éditions. Déjà super bon premier point pour moi je trouve parce que ça fait énormément la diff et au niveau financier aussi ça fait la diff puisque les Jeux Olympiques de Paris ont coûté 9 milliards, ce qui font une des éditions les moins coûteuses proportionnellement par rapport à toutes ces dernières éditions. Alors je dis proportionnellement parce que bien sûr il y a eu l'inflation, donc déjà très bon point positif. D'ailleurs j'ai fait une autre vidéo, cette fois-ci un petit peu urbex, sur une infrastructure abandonnée des Jeux Olympiques de Grenoble de 1968, donc je vous invite aussi à aller la voir, où là j'allais visiter donc une infrastructure abandonnée, où encore une fois ils avaient donc construit cette infrastructure qui a coûté des millions d'euros. Alors elle a été utilisée pour quelques éditions de quelques compétitions et puis rapidement ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup d'argent à entretenir pour pas grand chose et donc ils ont fini par abandonner cette infrastructure. Ça pose énormément de problèmes aujourd'hui quand on voit un petit peu aussi l'impact environnemental que c'est de la construction, des matériaux utilisés, puis aussi tout ce que ça amène en termes de pollution sur le site pendant les constructions et puis par la suite c'est quelque chose qui va se dégrader dans la nature. Dans les 5% des infrastructures que la France a quand même voulu construire, nous avons donc la piscine olympique, là où il y a le fameux nageur qui a fait son plongeon raté, qui a glissé, qui s'est ramassé la figure devant Emmanuel Macron et tous les autres. J'en ai aussi parlé dans une de mes vidéos actu. Cette fameuse piscine a été construite et elle sera réutilisée donc pour les Parisiens, mais aussi pour les écoles. Voilà, ça va être une piscine communale où il y aura des cours scolaires, etc., etc. Ça, j'avoue qu'une piscine, c'est quand même relativement facile à recycler dans une grande ville comme Paris. Et aussi, bien évidemment, le village olympique qui a fait beaucoup parler. Il y a quelques petites choses à dire là-dessus. Pour ce village olympique, la promesse principale, c'était la durabilité de ces constructions, l'impact environnemental bien sûr, mais aussi la durabilité dans les matériaux utilisés. Après les Jeux,
Il deviendra un écoquartier zéro carbone, accessible à toutes et à tous, doté de logements, d'équipements publics, de bureaux et d'espaces verts. Après les Jeux Olympiques, il va y avoir une capacité de 6000 habitants dans ce village olympique. Ça va aussi être de potentiels bureaux. Donc ça c'est vraiment top parce qu'ils ont l'air d'avoir un plan d'attaque par la suite. Et encore une fois, à Paris, je pense que ça va être très facile de recycler des habitations toutes neuves, à côté de la Seine en plus, donc c'est quand même pas mal. Donc je pense que quoi qu'il arrive, on peut être rassuré pour ça. Ils ont utilisé apparemment du béton innovant, émettant moins d'émissions de carbone, du bois. Alors quand j'ai vu les images, j'ai vu le peu de bois qu'il y avait, bon voilà, c'est un argument comme un autre, mais en tout cas c'est leur argument. Il n'y a pas de clim, et pour que tout ça reste relativement frais, qu'il n'y ait pas de grosse chaleur, ils ont tourné les bâtiments de manière à récupérer l'air frais de la Seine. Ils ont mis des revêtements clairs, donc pas foncés, de manière à ce que ça ne capte pas la chaleur, et ils ont aussi construit la chose de manière à avoir une isolation la plus parfaite. Ils ont aussi montré fièrement tous les matériaux qu'ils ont utilisés, donc par exemple les tabourets, les chaises qui sont en matériaux recyclés. Vous pouvez voir des chaises en plastique recyclé, des tables en volant de badminton ou des tabourets en biais recyclés. Donc voilà, c'est des petits gestes, vaut mieux ça que rien, on est complètement d'accord. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est les lits en carton. Alors ces lits en carton aussi, on fait énormément parler. Moi j'avais l'idée que globalement les athlètes n'aimaient pas trop ces lits en carton, qu'ils n'étaient pas contents, et donc j'ai fait mes petites recherches par rapport à ça. Il faut savoir aussi que ces lits étaient déjà là pour l'édition de Tokyo 2021. C'est des lits en carton recyclé. Pour cette édition-ci, ils ont été construits en France, et ils sont conçus pour être le plus résistants possible. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de vidéos d'athlètes qui ont fait des petits tests de solidité pour ces lits, et apparemment ça tenait beaucoup. Il y a eu une rumeur qui disait que c'était des lits anti-sexe pour éviter toute relation entre les athlètes. Alors déjà, je sais pas pourquoi on veut éviter les relations entre les athlètes, et en plus ça a été démenti, bien sûr, c'était des rumeurs un petit peu fantastiques parce que ces lits sont super solides et que le sexe pourrait être autorisé sur ces lits. Alors il y a eu aussi beaucoup d'athlètes qui n'ont pas trop aimé l'idée parce qu'ils disaient que c'était instable, ils disaient que c'était trop dur et que du coup ils allaient pas pouvoir se reposer assez pour les performances des Jeux Olympiques qui allaient suivre. Moi je pense qu'ils ont un petit peu exagéré parce que ok, j'ai pas été sur ce lit, mais on voit bien qu'ils sont super solides. Et puis en plus de ça, alors il y avait 15 000 athlètes aux Jeux Olympiques, je pense qu'il y avait 9 000 athlètes qui dormaient dans ce village olympique. Comment aurait-on pu faire de toute façon? On n'allait pas trouver des milliers et des milliers de lits neufs. Enfin, je veux dire, c'était évident qu'il fallait trouver une bonne solution pour ces lits. Et je trouve que du carton recyclé, solide comme c'était, je trouve que c'était une super bonne idée et qu'ils auraient pas pu faire mieux. Comme exemple concret, nous avons l'équipe de handball suédoise qui ont été chercher des matelas chez Ikea, mais elles ont bien dit que ce n'était pas les lits en carton qu'elles critiquaient, mais que c'était la solidité du matelas et qu'ils étaient neufs et donc trop solides et qu'elles préféraient aller chercher des matelas Ikea pour se reposer le plus vite possible. Mais concrètement, c'est tout ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de négatifs, mais en fait, sur les stories, sur les retours des athlètes, il y a quand même beaucoup plus de retours positifs et humoristiques. Et donc, ce n'était pas à ce point-là si mal perçu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent si finalement, cette équipe suédoise qui ont été chez Ikea, c'était pas en fait tout simplement un coup marketing pour Ikea, qui est un géant suédois. Pour continuer sur donc l'organisation des Jeux Olympiques, un sujet qu'on ne pouvait pas détourner, c'était bien évidemment la Seine et tout ce que ça a fait naître comme polémique et comme problématique. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais aujourd'hui je vais vous résumer tout ça et vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé avec la Seine. Tout d'abord, la Seine dans Paris, elle est vieille, très très vieille. Il y a beaucoup d'infrastructures autour de cette Seine qui sont elles aussi très très vieilles et qui auraient dû être rénovées beaucoup plus tôt, même si les JO de 2024 ne se seraient pas faits à Paris. Paris aurait dû rétablir ses infrastructures bien plus tôt et nettoyer cette Seine bien plus tôt. Parce que bon, on est en 2024, c'est Paris, ça aurait dû être fait. Alors la Seine donc, c'est un courant qui traverse Paris. C'est donc assez enrichissant d'avoir un courant et une Seine en plein milieu de la capitale de la France, surtout que Paris est quand même mondialement réputé, donc c'est quand même super. Mais ils n'ont jamais fait en sorte qu'elle soit nickel. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dans la Seine, beaucoup de pollution, beaucoup de déchets, des déchets qui datent même parfois de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Il y a des gens qui s'amusent à aller repêcher ça et qui retrouvent des choses historiques absolument étonnantes. Et puis il y a beaucoup de choses un peu moins catholiques, des corps, des animaux, des voitures, des choses comme ça qui polluent de manière générale énormément la Seine. Encore une fois, c'est une Seine qui traverse la capitale, bien sûr, des déchets en tout genre, tous les jours sont déversés dans cette Seine. Une grosse problématique aussi de la Seine, c'est que toutes les infrastructures des égouts sont en fait trop petites pour la Seine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a trop d'eau usée, donc les eaux usées c'est quoi? C'est les eaux de nos habitations,
nos toilettes, les eaux qui partent de nos canalisations. Quand il y en a trop, ça déborde des égouts, et quand ça déborde des égouts, ça tombe dans la Seine. Et en fait, c'est ça le plus gros des problèmes, un des plus gros problèmes, c'est que du coup, il y a beaucoup de bactéries fécales en fait, qu'on retrouve dans nos eaux usées. C'est dégueulasse, on est complètement d'accord. Dans le cadre de la candidature de Paris pour ces éditions des Jeux Olympiques, un énorme plan de nettoyage a été mis en place, c'est-à-dire qu'il a fallu donc régler ce problème d'infrastructure des eaux usées. Donc là, ils ont construit des énormes cuves qui servent en fait à récupérer l'eau des égouts quand elle déborde des égouts. Donc elle n'ira plus maintenant dans la Seine, mais elle ira dans cette autre cuve. Et donc au moment voulu, quand les pluies cessent et quand les égouts ne débordent plus, et ben cette cuve se revidera petit à petit dans les égouts, ce qui fait que ça n'ira plus se déverser dans la Seine. Donc ça c'est déjà top, et comme je vous le disais, ça aurait dû être fait depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Franchement, ça c'est un truc qui date d'il y a très longtemps, ça date du vieux Paris, et en 2024 je trouve ça affolant qu'on ne soit pas un peu plus civilisé de ce côté-là. Et bien évidemment, il fallait aussi nettoyer les berges, nettoyer donc le fond de la Seine. Je pense qu'il doit y avoir des choses, on ne s'en rend même pas compte du nombre de choses horribles qu'il y a dans cette Seine. Le coût total de tout ça s'élève à 1,4 milliard d'euros, mais encore une fois, ça ne fait pas partie du budget des Jeux Olympiques, puisque bien évidemment, ça devait être fait depuis belle lurette. C'est un coût que la ville de Paris a dépensé pour elle-même, pour sa propreté. C'était obligé, à un moment donné, il fallait passer par là. Et je pense que s'ils étaient passés par là il y a 20, 50 ans, ça aurait coûté moins cher. Alors, bien évidemment, si vous avez suivi, Hidalgo avait décidé d'aller dans la Seine pour montrer aux Parisiens et au monde entier que vous voyez, je vais aller me baigner dans la Seine, c'est la preuve qu'on va réussir à nettoyer cette Seine, etc., etc. Et elle l'a fait. Sauf que elle l'a fait, mais qu'on s'est bien rendu compte que la Seine n'était pas si propre que ça, puisqu'il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup d'athlètes qui sont tombés malades. Alors pour recommencer dès le début, donc au début des Jeux Olympiques, la France a annoncé que l'eau était propre, que les seuils de bactéries retrouvés dans l'eau étaient en dessous des maximums autorisés pour les Jeux Olympiques, pour les épreuves, pour pouvoir se baigner dans l'eau. Et donc les Jeux Olympiques ont pu commencer, sauf que en plein milieu du mois de juillet, il y a eu des fortes pluies, ce qui a recommencé donc à polluer la Seine et ce qui a fait vraiment élever tous les taux de bactéries dans la Seine. Donc plusieurs épreuves ont été reportées parce que ce n'était plus possible pour les athlètes d'aller dans cette eau polluée. Alors il y a quand même des épreuves qui ont été faites et malheureusement des athlètes sont tombés malades. Alors d'abord ça a été une athlète belge qui s'appelle Claire Michel, donc qui est triathlète belge et qui a eu des symptômes gastro-entérites. Elle a expliqué qu'elle s'est complètement vidée d'en haut, d'en bas, qu'elle est restée couchée pendant plusieurs longs jours et que son équipe a dû se retirer de la compétition à cause de ce fâcheux incident. Les jours ont continué et on ne savait pas trop si est-ce qu'elle est tombée malade comme ça de manière complètement aléatoire ou est-ce que c'était vraiment lié à la Seine. On ne savait pas trop répondre à cette question et quelques jours plus tard, 3 Allemands sont également tombés malades. C'est le comité des Jeux Olympiques allemand qui a annoncé ça il y a quelques jours. Dans ces 3 Allemands, il y a Léonie Beck qui a mis une story sur Instagram en disant qu'elle avait vomi 9 fois et qu'on n'était pas sûr de la qualité de la Seine et que maintenant on était sûr de la qualité de la Seine. Donc clairement, selon elle, c'est à cause de la Seine. Jusqu'ici, ça fait donc 4 athlètes malades à cause de la Seine, potentiellement, qui ont les mêmes symptômes. C'est complètement dégueulasse quand on y pense, vraiment. Moi, je suis une athlète, ça me saoulerait vraiment de devoir aller dans la Seine. Il y a eu ensuite Daniel Wiffen, un nageur nord-irlandais, qui devait participer également à la cérémonie de fin des Jeux Olympiques et qui n'a pas pu, puisqu'il a été lui aussi hospitalisé pour les mêmes symptômes, donc il s'est complètement vidé, complètement malade, après avoir nagé le 10 km, je pense, dans la Seine. Donc voilà, moi j'aimerais avoir des nouvelles de Hidalgo. Je sais pas vous, mais ce serait quand même très très rigolo qu'elle tombe malade de la même manière et qu'elle se rende compte un petit peu que ce pari, de la part de la ville de Paris, a été raté. Nous sommes plus qu'au rendez-vous et ce sera un héritage majeur pour nous. Alors pour les 2 prochaines actus un peu plus légères que moi j'ai adoré regarder sur les réseaux sociaux, c'est les tenues officielles des athlètes. Toutes les tenues officielles portées par les délégations lors de la cérémonie d'ouverture ont été très remarquées. Pour exemple, l'équipe de France portait des tenues conçues par la maison Dior, mélangeant tradition et modernité. Chaque pays a mis en avant son patrimoine culturel à travers des choix vestimentaires symboliques. Ces défilés ont été très suivis et commentés et les images des différentes délégations en tenue traditionnelle et modernisée ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux et moi je les trouve très très beaux tous. Je suis très émue quand je vois tout ça parce que je trouve ça trop beau, les cultures c'est trop beau, ce mélange c'est trop beau, ce rendez-vous comme ça sportif autour du sport et de la culture, ça m'émeut et ça me fait monter les larmes et je les trouve tous trop beaux et je voulais trop partager ça avec vous. Dans la même idée
idée. Il y a eu aussi donc l'actu sur les policiers. Je sais pas si vous avez vu, des policiers qui sont venus du monde entier pour les Jeux Olympiques. En tout, il y a eu 35 000 gendarmes et policiers français, 18 000 militaires français et 1700 policiers qui sont venus d'ailleurs, de tous les horizons. Et je trouvais ça trop stylé de voir ça aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu aussi des vidéos qui reprenaient un petit peu donc tous les policiers et du coup leur uniforme. La différence aussi entre les expressions, il y a des cultures qui sont un peu plus friendly, des cultures qui sont très sérieuses. Je trouve ça trop stylé aussi. Alors apparemment ça a interpellé les Français. Certains disaient que c'était clairement la preuve que les forces de l'ordre françaises n'étaient pas suffisantes. Mais moi ça m'étonne d'avoir ce genre de remarques parce que pour les Jeux Olympiques, bien évidemment, il faut du renfort. Et d'ailleurs, pour toutes les éditions des Jeux Olympiques, il faut du renfort. Et pour des championnats mondiaux, pour les Coupes du Monde, pour plein d'événements, bien évidemment, on a besoin de renfort. Et c'est ça qui est beau, encore une fois, c'est qu'au final, on est tous des terriens. C'est notre maison à nous tous. Et bien évidemment, on s'entraide quand on a besoin de renfort. Moi, je trouvais juste que c'était une super richesse d'avoir tout ça. J'étais un peu moins sereine quand j'ai vu les Américains arriver parce que, bon, ils ont quand même un rapport différent aux policiers des autres pays. Et donc moi, personnellement, j'ai trouvé ça super impressionnant et je voulais aussi vous le partager dans cette vidéo. C'est normal d'avoir des policiers, des gendarmes, des agents de sécurité civile, des démineurs de pays étrangers pour aider au plus grand événement du monde. Les Jeux Olympiques d'été, c'est le plus grand événement du monde et qui aide aussi les équipes nationales à bien évoluer, à avoir des contacts avec les policiers et gendarmes de leur pays, mais aussi d'avoir des spectateurs qui peuvent rencontrer des personnes qui parlent leur langue. Nous avons plus de 80 pays qui nous aident, qui ont envoyé des policiers, des gendarmes, des démineurs pour pouvoir faire que ces Jeux Olympiques soient les plus beaux, je l'espère, que les Jeux Olympiques aient pu organiser. On passe maintenant à la cérémonie. Alors pour l'organisation, il y a peut-être 1000 choses que vous voulez rajouter, n'hésitez surtout pas à aller en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. La cérémonie. Est-ce que vous aussi, vous avez suivi la cérémonie et est-ce que vous aussi, vous avez suivi les réseaux sociaux? Parce que franchement, c'est parti en cacahuète sur plein de sujets, il y a eu vraiment des avis divergents dans plein de sujets. Aujourd'hui, je vais vous résumer ça et vous donner mon avis, pourquoi pas finalement, je suis un peu là pour ça aussi. Commençons par ce tableau Marie-Antoinette, s'il vous plaît. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même très théâtrales, haut en couleurs, haut en mise en scène en fait, enfin la mise en scène théâtrale était quand même superbe, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout apprécié cette scène et qui ont trouvé que cette scène glorifiait un petit peu la décapitation et l'histoire de la Révolution française et de Marie-Antoinette. Alors moi je trouve que c'est simplement, ça fait partie de l'histoire de la France, c'était simplement pour représenter toutes nos époques et tout ce qui s'est passé. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a dit « La peine de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus voir ». Il y a eu aussi Marion Maréchal, notre très chère et tendre et douce Marion Maréchal, qui s'est exprimée. C'était d'ailleurs l'une des premières qui s'est exprimée et qui a quand même déclenché toute cette vague. Difficile d'apprécier les rares tableaux réussis entre les Marie-Antoinette décapitées, les troupes qui s'embrassent, des drag queens, l'humiliation de la garde républicaine obligée de danser sur du Aya Nakamura, la laideur générale des costumes et des chorégraphies. Un poème, vraiment un poème, cette Marion Maréchal. Alors, on va revenir bien évidemment sur les drag queens, Aya Nakamura, tout ça, ne vous inquiétez pas, mais donc pour cette scène de Marie-Antoinette, ce n'était pas du goût de tout le monde. Beaucoup de personnes, on dit que c'était un peu de la moquerie, de la glorification, etc. Beaucoup de personnes ont quand même apprécié. J'en fais partie parce que je trouve, encore une fois, que ça fait partie de l'histoire des Jeux Olympiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors la scène, ça a fait vraiment polémique. C'est quelque chose qui me touche un peu moins de manière humoristique parce que c'est quand même parti un peu plus loin et ça a été quand même source de violence extrême. Je vous explique un petit peu donc ce qu'il s'est passé. Il y a eu une photo de ce moment de la cérémonie qui a tourné. Avec cette photo, on compare beaucoup cette scène au tableau de Léonard de Vinci, très connu, qui est souvent repris dans plein de contextes, qui est souvent parodié, qui est souvent, c'est vraiment une scène très connue. Et le grand public en a conclu que donc le tableau des Jeux Olympiques était une parodie de ce tableau de Léonard de Vinci et qu'en fait c'était de la moquerie envers la religion. Ça a été donc les mots de Marion Maréchal, ça a été les mots aussi de Jean-Luc Mélenchon, ça a été aussi les mots de certains évêques qui ont repris donc vraiment ces mots de moquerie de la religion. Ce qui n'a pas été aussi apprécié, c'est Philippe Catherine qui est apparu nu comme un verre, il avait un slip quand même, habillé en bleu et que voilà, tout ça faisait que c'était vraiment très nul pour tous les croyants, ça portait vraiment préjudice à la religion et que c'était de la moquerie quoi. J'ai regardé une vidéo à ce propos, je vous la partage
partage ici, mais je vais vous mettre aussi toutes mes sources en description. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est 34 minutes de vidéo qui parle un petit peu de donc ce moment de la cérémonie, de tout ce que ça en découlait, qui décortique un petit peu, qui analyse un petit peu toutes les remarques qui ont été faites, qui ont été dites. Ça parle aussi de la religion et de ce que c'est vraiment, de ce que les directeurs artistiques ont voulu faire vraiment avec ce tableau. Donc n'hésitez pas, c'était vraiment très intéressant. Alors en fait, il y a 2 directeurs artistiques pour cette cérémonie, donc très exactement un directeur artistique et une directrice pour tout ce qui est costume, chorégraphie, etc. Mais donc les deux ont travaillé ensemble pour créer la cérémonie des Jeux Olympiques. Ils se sont exprimés à ce propos en disant que ce n'était pas du tout l'inspiration pour ce tableau et qu'en fait c'était plutôt une inspiration de dieux grecs. Philippe Catherine représentant le dieu du vin et de la fête et Barbara Butch qui représentait la déesse de la musique. Barbara Butch, c'est celle qui se trouve en plein milieu de la scène et qui fait un petit cœur comme ça avec les mains au tout début du tableau quand le tableau commence, qui est en fait dans la vraie vie une DJ et qui a commencé son activité pendant le Covid. Son message à elle, c'était de remixer des musiques hyper populaires pour unir tout le monde, regrouper tout le monde et pour que tout le monde puisse se retrouver autour en fait de cette musique populaire française. Elle a été appelée donc pour cette cérémonie dans le but de recréer un petit peu cette scène. D'ailleurs au début on la voit donc elle fait un chœur pour dire à tout le monde venez ensemble, on est ensemble, voilà. Et elle a son plateau de DJ et tout de suite elle va passer des musiques comme France Gall, elle va passer Diams aussi, elle va passer vraiment plein de musiques populaires françaises, vraiment dans cette optique de on rassemble, on est français, culture française, on danse, on chante, on fait la fête, etc. etc. Pendant la scène, en fait, ce que vous voyez devant eux, c'est une plateforme où certaines mannequins très connus en France vont pouvoir défiler pendant que Natasha Butch fait sa musique. Donc ce n'est pas du tout une table. Alors autre chose aussi, c'est que lors des parodies du tableau de Léonard de Vinci, il y a toujours 13 personnes, parce que sur le tableau original, il y a 13 personnes à cette table. Là, ici, on peut vérifier qu'il n'y a pas 13 personnes, et donc c'est encore une preuve supplémentaire qui montre bien que ce n'était pas du tout comme inspiration ce tableau de Léonard de Vinci, mais que c'était plutôt vraiment des dieux grecs qui se sont retrouvés pour s'unir autour du vin, de la fête, de la musique, pour ce moment un petit peu de trêve pendant les Jeux Olympiques. Ce dîner que beaucoup ont assimilé à la scène, sans qu'on sache si c'est vraiment ça d'ailleurs. Alors non, toujours pas. Ce n'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je crois que c'était assez clair. Il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là pourquoi ? Parce qu'il est d'abord le dieu de la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Dieu du vin, qui est un des fleurons aussi de la France, et père de Sequana qui est la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. Et l'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe, olympisme. Et vous ne trouverez jamais chez moi, ni chez moi ni dans mon travail, une quelconque volonté de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, une cérémonie qui réconcilie, et aussi une cérémonie qui réaffirme des valeurs qui sont celles de notre République, liberté, égalité, fraternité, et absolument pas d'aller moquer qui que ce soit. Il y a eu aussi quelques analyses de professionnels de la religion qui ont expliqué que ce tableau venait de Léonard de Vinci et que ce n'était pas un tableau de culte et que donc c'était complètement ok, que tout le monde, n'importe qui dans la vie, avait le droit de reproduire ce tableau artistique et pas religieux et que donc ce n'était pas du tout blasphématoire par rapport à la religion. Le problème aussi, c'est que de part et d'autre de Barbara Butch, il y a beaucoup de drag queens qui sont très connues, qui sont autour, qui sont habillées et donc pendant ce tableau, elles vont danser à côté de Barbara Butch. Il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de haine, beaucoup de violence contre les drag queens et contre Barbara Butch qui s'est fait violemment harceler avec des menaces de viol, des menaces de mort, des menaces de torture. Pourquoi ? C'est l'énorme question qu'on se pose. Pourquoi ils ont vécu autant de violence et autant de harcèlement et autant de homophobie et de grossophobie alors qu'il y avait de la musique, ils dansaient. Barbara a attiré les gens avec son petit cœur, que c'était vraiment pour prôner la paix, la réunification, la trêve. Et moi je trouve ça terriblement triste et terriblement choquant. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette scène sans même regarder en fait la cérémonie des JO, ce qui est vraiment grave parce qu'en fait on ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît
pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont mélangé un petit peu les drag queens avec leur show habituel, alors que ça n'avait rien à voir et que c'était même pas la première fois en plus qu'il y avait des drag queens pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, puisque ça s'est passé aussi en 2000 à Sydney, où il y avait aussi des drag queens. Pour expliquer un petit peu ce phénomène, ce fameux Adrien, donc ce journaliste dans la vidéo que j'aimerais vous partager, explique que c'est simplement en fait de l'homophobie consciente ou inconsciente, et qu'en fait ce qui a dérangé les gens c'est leur présence, puisque en termes d'actes, ils n'ont rien fait. Paloma a dit à l'agence Reuters dès le dimanche que, évidemment, si c'était un scandale et si des gens aussi divers que des évêques et Jean-Luc Mélenchon ont dit que c'était de la moquerie, c'est d'une manière consciente ou inconsciente de l'homophobie. C'est-à-dire, on voit des personnes qui ne font rien parce qu'elles sont comme ça. Barbara Butch fait un cœur, les autres sont comme ça. Et ensuite dansent sur Claude François et Sheila. Et la simple présence de ces personnes qui sont, oui, une lesbienne et des gays qui font leur travail d'artiste, c'est-à-dire être des drag queens, suffit à déclencher une énorme polémique qui va jusqu'à Donald Trump, Elon Musk, les excuses de Paris 2024, etc. Et même Barbara Butch qui maintenant est menacée de mort, de viol et de torture. Et en fait, ce tableau ne se moquait pas du tout, mais ce tableau prônait la paix, la tolérance, les trêves entre chacun, l'amour, et tout ce que les gens ont retenu, c'est quoi? C'est des drag queens, c'est une femme grosse ou obèse, c'est un homme en bleu en slip. Et donc en fait, c'est super réducteur par rapport au message premier de ce tableau. Et les gens se sont déchaînés et sont devenus super violents parce qu'en fait, ils n'ont pas été plus loin et que la différence les dérange énormément. Quelqu'un qui connaît pas ce monde de drag queen, etc., il va retenir qu'une chose, c'est une femme à barbe, et donc, oh là là, c'est catastrophique, qu'est-ce que je vais dire à ma fille, comment je vais lui expliquer ça, le monde part en couille, qu'est-ce qu'on donne comme valeur à nos jeunes qui essayent de se construire dans nos sociétés. Et en fait, c'est toute la violence, tout le problème de ce sujet vient des gens qui ne sont pas tolérants et des gens qui ont peur de la différence et qui ne sont pas capables de s'ouvrir à la progression, à l'évolution de notre société. Et donc c'est eux qui prônent la violence, c'est eux qui amènent la violence sur les réseaux sociaux, alors que les autres, les drag queens par exemple, les femmes à barbe, prônent simplement le fait d'être soi-même et d'aimer et de tolérer, quoi. Enfin, je crois que vous le comprenez à travers l'écran, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression que dans nos sociétés, il y a quand même pour et contre, vous voyez, il y a... Enfin, je sais pas, hein, peut-être que c'est méga réducteur ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a tous les gens qui comprennent pas et qui disent sans cesse « Ah, c'est wokisme, ça part en couille, nanana, et puis tous les gens qui sont juste en fait dans la tolérance, dans le partage, dans l'amour. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi, ma mère, elle m'a toujours répété, tu peux tout faire tant que tu te respectes, que tu respectes l'autre et que tu respectes ton environnement. Et en fait, ça devrait s'arrêter là. Les gens peuvent être qui ils veulent tant qu'ils se respectent, qu'ils respectent leur environnement et qui respectent les autres, en fait. À partir de là, qu'est-ce que ça peut vous foutre, quoi? Enfin, moi, c'est ça qui me tue, et je trouve ça très triste parce qu'au final, sur 3 heures de cérémonie, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu, ouais, des drag queens, nanana. Bah oui, en fait, parce qu'on représente toutes les minorités et que sur 3 heures, mais que ce que je dis, c'était même pas 3 heures, c'était 4 heures même de cérémonie, sur 6 km de cérémonie, bah il y a eu 5 minutes d'un tableau qui représentait la minorité LGBTQI+. J'espère que je me suis pas trompée. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez de cette polémique. Moi, je trouve ça super choquant qu'il y ait une polémique à cause de ça. Et d'ailleurs, Barbara Butch a porté plainte. Et je pense que cette plainte va être vraiment prise au sérieux parce que c'est grave, quoi. Alors maintenant, il y a eu aussi la polémique avec Aya Nakamura. La polémique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, il y a eu une rumeur, ça fait des mois et des mois qu'il y a cette rumeur que Aya Nakamura allait participer à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout le monde a énormément critiqué cette idée parce que, selon les gens qui étaient contre, Aya Nakamura ne représentait pas du tout la France. Voilà, il y a des gens qui disaient que c'était du racisme, d'autres qui disaient que c'était pas du racisme, mais que c'était juste nul comme musique et que ça représentait pas la France et que on va quand même pas foutre Aya Nakamura, qu'on a d'ailleurs comparé à Edith Piaf pendant les Jeux Olympiques. Alors moi personnellement, Aya Nakamura, quand elle est sortie en 2019, je n'appréciais pas du tout sa musique. Elle, j'en sais rien, je la connais pas. Mais j'avais 19 ans en 2019, j'étais un peu virulente dans mes propos dans le sens où je trouvais ça vraiment nul et que je comprenais pas comment la jeunesse, quoi, la nouvelle génération pouvait apprécier autant ça. Le temps est passé, nous sommes en 2024 et aujourd'hui je ne suis plus du tout virulente, sûrement parce que depuis Weshden est apparu.
Non, sérieusement, plus sérieusement. Je pense que je l'ai vue partout, elle s'est fait critiquer comme jamais, je l'ai vue dans Nouvelle École, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense que j'apprécie assez la personne qu'elle est. Je trouve que, voilà, elle a jamais rien fait de désagréable, elle a pas l'air désagréable, elle a l'air quand même sympathique, et donc je suis beaucoup moins virulente. Et après des longues conversations aussi avec mon entourage, je me suis rendu compte que, voilà, la musique, c'était pas toujours quelque chose de riche en termes de paroles, en termes de musique, etc., et que ça pouvait parfois être un peu plus divertissant, et que, comme dirait mon grand frère, rien ne sert d'être trop snob, et parfois vaut mieux juste lâcher prise, kiffer le moment, et c'est tout, voilà. Donc aujourd'hui, je suis du côté de Aya Nakamura. Je n'écoute toujours pas ses musiques parce que ça, je n'apprécie pas, mais je suis très très loin de la critiquer. Mais quand même, je me suis dit, la comparer à Edith Piaf, pour les Jeux Olympiques, la cérémonie, voilà. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même bien, parce que c'est quand même dans l'évolution des choses, et qu'au final, je trouve que moi, perso, ça représente la France, puisque c'est Aya Nakamura, c'est une des chanteuses les plus écoutées en France, et c'est, je pense, la française la plus écoutée à l'international. Donc à un moment donné, faut voir ce qui est, faut dire ce qui est. Aya Nakamura représente la nouvelle génération en France. C'est comme ça, tout le monde l'aime bien. Donc finalement, je trouvais ça pas mal qu'elle fasse partie de la cérémonie des Jeux Olympiques. Alors, son passage, elle a été critiquée pour son playback extrêmement mal réalisé. Pour sa défense, je pense qu'il y avait à mon avis beaucoup de bruit, beaucoup de choses, beaucoup de caméras, beaucoup d'organisation avec ses danseurs, avec son costume. Donc je vous mets au défi de faire ce qu'elle a fait. Je pense que ce sera pas ouf, entre vous et moi. J'étais un peu crispée quand elle a chanté Jaja et Pookie, parce que je me suis dit, je peux pas m'empêcher de me dire, ah putain, c'est chaud quand même. Mais par contre, quand elle a repris le passage de Charles Aznavour, j'ai trouvé ça ultra stylé, surtout qu'elle sort en plus de l'Académie française. Donc c'était juste trop bien calculé, c'était juste un goal ultime pour elle. Franchement, je suis très contente, honnêtement, pour elle d'avoir réalisé ça, parce que c'est quand même génial de faire partie de la cérémonie des Jeux Olympiques. Et elle a quand même cloué le bec de tous ceux qui disaient ouais, tu parles pas français, nanana, parce qu'à un moment donné, ça je suis pas trop d'accord avec ce truc-là de dire tu parles pas français, nanana, parce qu'à un moment donné les choses évoluent. Et encore une fois, la langue de Molière, si on devait la parler aujourd'hui, ce serait pas du tout la langue qu'on parle actuellement. Et donc voilà, au tout début, j'étais un peu mitigée. Quand il y a eu la cérémonie, j'étais un peu moins mitigée, même si j'étais un peu crispée quand elle a chanté Jaja et Pookie avec la garde républicaine. Je me suis dit mais ouah, c'était un peu bizarre à vivre. Et finalement, quand j'ai revu les images, quand j'en ai parlé autour de moi, quand il y a eu cette polémique, etc., je me suis dit en vrai, trop bien. Et la partie qu'elle a repris de Charles Aznavour, perso, je kiffe de ouf, et je trouve ça juste trop bien, et je trouve que ça fait partie de notre évolution, de notre génération, et on en reparlera pendant très 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 longtemps. Je pense que c'est vraiment historique. Et GG, franchement, si on devait refaire la chose, je serais depuis le début du côté d'Aya Nakamura, et je la soutiendrais surtout par rapport surtout aussi à toutes les critiques qu'elle a eues. Alors il y a eu aussi la performance de Lady Gaga, de Céline Dion, donc les gens étaient pas très contents avec Lady Gaga parce qu'elle est pas française. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, mon truc en plume, franchement, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Alors pourquoi Lady Gaga? Parce que déjà, c'est une artiste à l'international, et qu'en plus les Jeux Olympiques de 2028 seront aux États-Unis, donc c'est peut-être aussi pour faire le lien, vous voyez, avec la prochaine édition. Mais moi j'ai trouvé génial. En plus, je sais que Lady Gaga aime beaucoup la France, et qu'elle est déjà venue plusieurs fois en France, qu'elle a déjà chanté en français, et qu'elle a un super rapport avec les Français, donc je pense que c'est pour ça en fait qu'elle était là. Et Céline Dion, Céline Dion, je sais pas si vous êtes au courant, mais elle est malade depuis très longtemps, elle était très très mal, et un de ses rêves c'était de revenir à Paris voir la Tour Eiffel, et là la meuf elle revient en puissance ultime, chanter dans la Tour Eiffel. Je pense pas que c'était en playback pour Céline Dion, parce qu'elle avait moins aussi de mise en scène, etc. Alors il y a eu la rumeur qu'elle a été payée 2 millions d'euros, cette rumeur est fausse les amis, je sais pas combien elle a été payée, mais c'était pas 2 millions d'euros. Mais donc voilà un petit peu, moi perso c'était un peu mes perfs préférés. Enfin, Céline Dion c'était très émouvant, parce que bon, Edith Piaf, c'est Edith Piaf, elle est pas là aujourd'hui, et penser à Edith Piaf pendant ces JO de 2024, ça m'a extrêmement émue quand ils allument comme ça ce ballon avec Teddy Riner et Marie-Josée, et puis que la musique d'Edith Piaf commence. Je sais pas vous, mais moi j'ai versé une larme. J'ai trouvé ça très émouvant, et j'espère que Edith Piaf était un petit peu là avec nous pour voir à quel point elle a été importante et à quel point on pensait à elle à ce moment-là, quoi. Je trouvais que c'était vraiment une très 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 belle cérémonie. Je vais pas parler de tout le reste parce que ma vidéo durerait 3 heures, mais c'était très beau. Le parcours comme ça dans ces monuments était très beau.
JO et franchement la France peut être fière d'elle. Alors avant de passer aux polémiques directement liées aux athlètes, je devais aussi parler un petit peu de Snoop Dogg. Je sais pas si vous avez vu aussi un petit peu l'actualité, mais Snoop Dogg en fait a été engagé par la NBC, qui est un média américain, pour être chroniqueur des Jeux Olympiques. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il a interagi très fort pendant les JO de Tokyo en 2021 et qu'il y a une de ces vidéos qui est devenue virale concernant le sport équestre. Et donc la NBC a décidé de le rappeler pour ces JO aussi, et donc il est venu jusqu'à Paris pour être un petit peu le chroniqueur JO du moment, et c'est devenu littéralement la mascotte non officielle des Jeux Olympiques. Il a été adoré, il a fait absolument toutes les disciplines, il était là partout tout le temps, il a rencontré plein de gens et il s'est même donné aux disciplines. Il a couru, il a nagé, il a fait du basket, enfin il a fait plein de trucs, il était en uniforme de équestre, vous voyez, et c'était très drôle à le voir comme ça. Alors on pense aussi que c'est un petit coup marketing pour faire le lien donc avec les JO de 2028, mais je pense que quoi qu'il arrive, il était lui sincère dans sa démarche et dans le plaisir qu'il a pris d'être à ces Jeux Olympiques-ci. Donc ça a été très drôle, je voulais aussi un petit peu vous en parler puisqu'on a quand même un petit peu suivi ces aventures tout au long de ces 2 semaines des Jeux Olympiques. Attaquons maintenant le point numéro 3, c'est-à-dire les polémiques liées aux athlètes. Alors encore une fois les amis, sur 15 000 athlètes, vous pensez bien, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. J'ai choisi, moi personnellement, les choses qui m'ont le plus interpellée et qui sont selon moi les choses les plus intéressantes, mais vraiment pour moi. La première actu que j'ai adorée est à propos de Sacha Zoya. Alors Sacha Zoya, c'est un athlète français qui a attiré l'attention parce que c'est le seul qui a voulu porter une jupe pour le costume officiel de la France. Je pose la question et je prends le nom de la fédération, votre nom et je... Pour moi, la fédé, ils ont dit oui. Parce que je pense que si les femmes, ils ont le droit de mettre le pantalon, les hommes, ça pourrait être bien aussi s'ils peuvent avoir le choix de mettre les jupes. 2024. 2024. On peut mettre tout. Il n'y a pas de homme-femme dans la mode maintenant. Je pense que c'était simplement un move de mecs qui aiment la mode, parce qu'en fait, dans la mode, pour le moment, les mecs portent de plus en plus de jupes. Mais encore une fois, quand on ne connaît pas le sujet, et que ça tend vers la différence, et que ça tend vers quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur, et quand ça fait peur, on est violent. Dans ses mots, dans le harcèlement qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, bien évidemment, vous pensez que cette décision de Sacha a soulevé beaucoup de questions, et ça a choqué nombre de pauvres petits cœurs. Il y a eu donc, premièrement, la controverse culturelle, donc des gens qui disaient que ça portait atteinte à la culture et aux traditions, chose qui est complètement fausse, parce que quand on remonte à jadis dans le temps, beaucoup d'hommes portaient déjà des jupes à ce moment-là, donc c'est complètement con de dire une chose pareille. Un jour, les femmes ont voulu porter des pantalons, ça a été très mal perçu au début, et aujourd'hui, c'est complètement normal une femme qui porte des pantalons. Et les amis, ça va être la même chose pour les hommes, et ce n'est pas grave, encore une fois, si eux se respectent, s'ils respectent leur entourage et leur environnement, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'un homme porte une jupe, on se le demande. Alors ça a dérangé aussi parce que certains ont dit que c'était une provocation et une façon de parler et de manifester de ces idéologies politiques et que ce n'était pas l'endroit ni le moment de le faire. Alors encore une fois, là je pense que les gens ont été voir vraiment très très loin. Le mec il voulait juste porter une jupe. Et même au-delà de ça, je pense qu'à un moment donné, quand on a une idéologie, on la porte tout le temps, tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque moment de sa vie. À ce moment-là, il voulait porter une jupe parce qu'il adore la mode et qu'il trouvait que c'était cool et donc il a porté une jupe. Mais ça va pas plus loin. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une motivation violente ou irrespectueuse envers quiconque. Donc encore une fois, ok, oui, il porte son idéologie. Quel est le problème? Est-ce que parce que on est dans une cérémonie, on doit être absolument lisse par rapport aux normes de la société? Parce qu'on peut pas porter nos idéologies sur nous-mêmes? Je ne pense pas, je ne crois pas. On a tous une personnalité, personne n'est neutre dans la vie et que lui à ce moment-là voulait porter cette idéologie-là de porter une jupe. Et alors certains ont dit que ce geste pourrait brouiller les repères pour les jeunes, surtout dans le contexte du sport, souvent vu comme un bastion de la virilité. Alors là, on est vraiment au summum du truc. C'est super choquant de lire une chose pareille, et moi j'ai trouvé ça vraiment trop stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire encore une fois. Alors la prochaine actu est beaucoup moins drôle, il s'agit de l'athlète Steven Van de Velde, qui est un joueur néerlandais de beach volley. Alors en fait, ce qui s'est passé avec ce gars, c'est qu'en 2016, il a été condamné pour 4 ans de prison pour viol sur une petite fille de 12 ans. Au moment des faits, il en avait lui 19 ans. C'est super choquant. Des 4 ans, il a fait 13 mois de prison seulement. Et après ça, tout le monde pensait que sa carrière sportive allait être stoppée, mais en fait pas du tout. Il a pu continuer. Et le comité des Jeux Olympiques l'a accepté. Donc ils ont accepté que cet athlète fasse les Jeux Olympiques alors qu'il a fait de la prison pour viol
sur enfant. Quand il est arrivé sur le terrain, il s'est fait huer par le public. C'était très 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 impressionnant à voir. Les images ont d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Et bien évidemment, tout le monde était complètement choqué. Pourquoi les Jeux Olympiques ont accepté une telle participation? Il y a eu aussi beaucoup d'associations qui ont réagi en disant que c'était un message extrêmement dangereux pour le public de manière générale. Parce que le message, c'est que même après un crime aussi grave, tu peux continuer ta vie et tu peux surtout avoir droit au succès et à l'adoration d'un public. Bien évidemment, du coup, ça a soulevé cette fameuse question de est-ce que tu peux concourir si tu as un casier judiciaire, qui plus est, un casier judiciaire comme ça? Parce que après, on peut avoir des casiers judiciaires pour pas grand-chose. Mais là, c'est quand même un viol de petite fille de 12 ans alors qu'il en avait 19. C'est quand même dégueulasse. Et donc le public et les experts en plus ont appelé à une réévaluation des règles pour éviter des situations similaires dans le futur. Donc je pense que quand même il va y avoir une petite suite par rapport à ça et que ça ne va pas rester sans conséquences parce que vraiment le public n'a vraiment pas du tout apprécié ça. Ce qui est complètement normal. Au final, comment on peut laisser un putain de de gosses concourir au JO aussi librement, je ne comprends pas personnellement. Alors il y a eu aussi le cas de Iman Khelif. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais Iman Khelif, c'est une boxeuse algérienne qui a été vraiment au centre de controverses gigantissimes et qui a vécu aussi énormément de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça continue encore aujourd'hui. Il y a quand même quelques athlètes et quelques personnalités des cérémonies là qui s'en prennent vraiment plein la gueule depuis ces JO. Tout a commencé avec un match entre Iman Khelif et Angela Carini pour les 8e de finale de boxe. Et au bout de 46 secondes, Angela a arrêté le match en disant qu'elle abandonnait le match parce qu'elle venait de recevoir un coup qui lui faisait trop mal. La toile s'est enflammée comme jamais encore une fois parce que tout est bon pour enflammer la toile. Et il y a eu énormément de réactions de personnes, mais également de personnalités publiques connues. C'est-à-dire il y a eu donc quelques médias américains. Il y a eu J.K. Rowling, donc l'autrice de Harry Potter. Il y a eu Donald Trump. Il y a eu Elon Musk. Tous ces gens ont critiqué Iman en disant qu'en fait c'était un transsexuel, qu'elle était née homme et que du coup c'était complètement injuste qu'elle puisse combattre en boxe qui plus est et qu'ils étaient révoltés de cette idée. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce propos, donc le transgenre dans le sport pro. Si vous voulez aller voir, c'est quand même très intéressant comme sujet. Mais ici le problème en fait dans cette histoire, c'est que Iman Khelif n'est pas transsexuelle. Et oui, elle est née femme, elle est née petite fille. Mais alors pourquoi cette idée? Pourquoi tant de haine envers cette boxeuse? Tout simplement parce qu'en 2023, donc un an plus tôt, lors des championnats du monde de boxe féminine, elle a été disqualifiée parce que l'organisation a prétendu qu'elle avait un taux de testostérone beaucoup plus haut. Qui dit taux de testostérone plus haut dit plus de force, etc., etc. Ça se rapproche un peu plus des caractéristiques biologiques masculines, mais il faut savoir que les hommes ont 3 fois plus de testostérone que les femmes, et que c'est quand même rare qu'une femme ait 3 fois plus de testostérone que la norme. Mais voilà, ils ont prétendu qu'elle était trop haut en testostérone et que du coup ça allait être pas équilibré. Donc elle a été éjectée de ce championnat mondial de boxe féminine. Arrivée en 2024, Iman, elle s'est quand même qualifiée pour les JO et les JO ont un autre règlement et ils ont accepté Iman pour leur compétition malgré son haut de testostérone plus haut que les autres femmes de cette compétition. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont fait le raccourci de transgenre. Beaucoup de personnes ont dit d'elle que c'était un homme, parce que c'est un homme ou une femme, et beaucoup ont critiqué aussi la décision des Jeux Olympiques et du comité d'accepter Iman alors que c'était complètement injuste. Alors maintenant, il faut vraiment qu'on fasse un tout petit peu le ménage entre ce qu'on entend et ce qui est vrai. Alors oui, en 2023, elle a été expulsée de ce championnat mondial. Oui, elle a pu faire les Jeux Olympiques de 2024, mais alors une chose à savoir, c'est qu'on n'a absolument aucune vue sur son dossier médical, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument rien. On a dit d'elle qu'elle était transgenre. Ça, on sait qu'elle est pas transgenre parce que même son père a pris la parole en disant voilà, ma fille est née fille, il y a des photos d'elle quand elle est enfant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne connaît pas son taux de testostérone. Bon, après, il y a le championnat mondial de boxe féminine qui l'a expulsée, donc c'est que, à mon avis, il y avait quand même des résultats derrière, mais disons qu'on n'a pas le chiffre. On n'a pas de diagnostic. Est-ce qu'elle est hyper androgyne? Il y avait eu un autre diagnostic qui a été peut-être que, alors qu'on ne sait pas, son dossier médical, c'est secret. On ne peut pas rendre public un dossier médical. Et donc tout ça, c'est des rumeurs. On n'en sait absolument rien. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc, quand on ne sait pas, on a plutôt intérêt à fermer sa petite bouche et à ne pas assurer des choses alors qu'on n'est pas du tout en position d'assurer ces choses. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que sur toute sa carrière, Iman Khelif, elle a eu 6 victoires par KO et 9 défaites. Ce qui fait que globalement, elle n'a pas un parcours non plus où elle casse vraiment la gueule de absolument tout le monde. Donc de nouveau, ça tient pas trop la route non plus de dire que c'est pas du tout équilibré,
puisqu'on le voit. Ce que je trouvais aussi très intéressant à dire, c'est que dans chaque sport, bien évidemment, on a le physique qui suit. Disons que le sport nous amène le physique, mais le physique nous amène le sport aussi. Si une femme fait 2,10 m, bien évidemment, elle aura beaucoup plus de facilité que ses coéquipières à jouer au basketball. On est complètement d'accord avec ça. Si une femme est plus grande, elle aura quand même beaucoup plus de facilité à faire du saut en longueur, du saut en hauteur qu'une femme qui fait 1,55 m. Je veux dire, à un moment donné, c'est logique. Iman, elle a peut-être plus de testostérone, elle a un taux plus élevé, donc forcément, elle va être plus forte et donc elle va être peut-être plus à l'aise dans un sport comme par exemple la boxe. Est-ce que pour autant, toutes ces personnes qui ont des caractéristiques physiques qui les avantagent dans leur sport, c'est considéré comme une sorte de dopage ou un déséquilibre ou un avantage injuste par rapport aux autres? J'aurais tendance à dire que non, pas du tout. Si tu fais 1,55 m et que tu veux jouer au basket, grand bien te fasse, mais sache que tu seras pas le meilleur parce que clairement, ta taille t'avantage pas du tout. Simone Biles, qui est toute petite, toute musclée, forcément, elle va être beaucoup plus stable sur une poutre qu'une grande perche de 2,10 m, encore une fois. Vous voyez? Ça, je veux dire, c'est logique. On a aussi observé que, par exemple, les hommes plus petits et plus musclés vont être beaucoup plus performants dans des sports comme le sprint que dans un autre sport. Enfin, vous voyez qu'à un moment donné, ça se suit aussi, et je ne pense pas que pour autant ce soit un avantage injuste ou considéré comme du dopage, etc., etc. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il arrive, bien évidemment, Iman Khelif ne mérite absolument pas tout ce harcèlement. Elle ne mérite pas aussi de se faire traiter d'homme, parce que ça, à un moment donné, elle est pas transgenre, donc à un moment donné, lâchez-la aussi avec ça, je comprends pas. Donc voilà, un petit peu pour vous résumer un petit peu le cas de Iman Khelif. Tout le monde en a parlé, ça a fait vraiment énormément polémique. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de on-dit, beaucoup de maladies, des chromosomes X, des chromosomes Y, des taux de testostérone aussi, aucun homme. Tout ça est complètement faux, les amis, c'est peut-être pas faux, mais en fait, on n'a aucune preuve, puisqu'on n'a pas sous les yeux son dossier médical. Quoi qu'il arrive, c'est une femme biologique qui concourt auprès des femmes et qui est forte pour combattre, et puis c'est tout. Le reste, c'est pas notre rôle. C'est au comité des Jeux Olympiques d'en tirer les choses qu'il faut, voilà, de refaire peut-être leurs règles, leurs lois, leurs limites en taux de testostérone, j'en sais rien, c'est à eux de trouver une solution, mais c'est sûrement pas au grand public ou à Trump ou à Elon Musk de en tirer des conclusions comme ça et de participer à ce harcèlement de groupe de cette pauvre Iman qui n'a rien demandé à personne. Voilà pour le point 3. Alors j'ai pas tout repris parce qu'il y avait énormément de choses, les amis. Par exemple, l'athlète avec son masque qui en fait expliquait que tout simplement c'était sa manière d'imposer sa personnalité et tous ses choix politiques, idéologiques, etc., etc. Cette personne explique avoir une santé mentale assez variable. Elle explique aussi revendiquer tous ses droits en tant que personne noire, tous ses droits en tant que personne non-binaire, etc., etc. Et donc c'est une personne qui porte beaucoup de messages politiques, idéologiques, et qui voulait tout simplement, pour cette raison, porter un masque pour aussi se faire remarquer au-delà de sa performance physique. Ça, c'était intéressant aussi. Il y a eu le fameux perchiste qui n'est pas passé parce que son appareil reproducteur n'est pas passé. Ça a fait rire beaucoup de gens aussi. Il y a eu aussi la danseuse australienne qui a fait beaucoup rire pendant l'épreuve de breakdance, Rachel Gunn. Elle n'est pas du tout danseuse de breakdance de base, mais elle voulait se donner un défi et donner tout ce qu'elle avait face à ses concurrents. Et elle a été extrêmement moquée. Elle a expliqué qu'elle était quand même très contente d'avoir fait ça et qu'elle avait donné tout ce qu'elle voulait et qu'elle ne regrettait rien. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont vraiment très fortement reprises, surtout sur TikTok aussi, j'ai vu. Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont été expulsés. Je pense notamment à une athlète japonaise, si je ne dis pas de bêtises, qui a été expulsée parce que pendant sa prépa au Japon, elle a été vue dans un bar où elle a bu de l'alcool et fumé une cigarette, je pense. Donc elle n'a pas pu concourir, ce qui est vraiment très triste. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la Corée du Sud. Alors le Japon, c'est pas la même chose, mais connaissant un peu ces cultures, on sait que c'est très strict. Voilà, c'est encore la preuve qu'ils sont pas beaucoup tolérants là-bas. Il y a eu aussi le selfie entre les athlètes sud-coréens et nord-coréens, qui a fait aussi énormément parler parce que depuis 1953, la fin de la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y a eu une trêve, j'ai pas les bons termes, mais c'est pas la fin de la guerre en fait, c'est une trêve. Donc c'est officiellement, ils sont toujours en guerre. Et donc, c'est rare de voir une image pareille, et c'était beau de se dire que les athlètes entre eux sont quand même solidaires, et qu'au final, c'est une guerre surtout entre les gouvernements, pas entre les Coréens. Donc c'était aussi très beau à voir. Donc voilà, il y avait vraiment énormément de sujets, je vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, c'est tout ce qu'on a pu remarquer, c'est tout ce qui, moi, m'a fait rire, ou parfois moins, ou parfois ému, etc., etc. Mais encore une fois, je peux pas tout aborder, donc allons-y pour le dernier point, et pas des moindres. Les médailles et performances remarquables. Alors, il y en a eu beaucoup, mais je vais vous donner mes préférés. Tout d'abord, quel est le classement final? Les États-Unis sont les grands
grand gagnant en place numéro 1, suivi par la Chine et par le Japon. La France est numéro 5, ce qui est vraiment top parce que c'est un relativement petit pays quand on compare avec la Chine ou les États-Unis. Et donc bravo à vous les Français, vous êtes 5e. Pour la Belgique, nous sommes 25e. C'est pas trop mal non plus par rapport à notre petit pays aussi. Mais honnêtement, j'ai été extrêmement impressionnée de voir à quel point les Français sont sur beaucoup de podiums. Vraiment bravo pour ça. 5e, GG. Vous avez beaucoup de bons athlètes chez vous. Alors comment ne pas parler de Teddy Riner, les amis? Teddy Riner qui est le meilleur judoka de tous les temps. Un athlète légendaire. Il est très apprécié des Français et pas que des Français. J'aimerais vous faire une vidéo sur Teddy Riner, sur son histoire, sur toute son enfance et sa carrière, etc. Je pense que ça peut être super intéressant. Il a remporté 2 nouvelles médailles d'or, donc en solo et en équipe. Il a fait sensation, tout le monde parlait que de lui. Il est passé d'ailleurs chez Léa Salamé et je l'ai bien aimé dans cette émission. Je vous mets aussi la vidéo en description, ça peut toujours être cool. En natation, nous avons l'immense, il sort d'où, je ne sais pas, moi j'avais jamais entendu parler de lui, mais Léon Marchand, qui a 22 ans, les amis, donc tout jeune. C'est ses premiers Jeux Olympiques et il a absolument tout raflé, le mec. Donc il a eu une médaille d'or aux 200 mètres 4 nages individuelles, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon, 400 mètres nage individuelle et le relais de 4 fois 100 mètres, il a eu, je pense, la médaille de bronze, c'est ça? Léon Marchand n'a pas été lui chez Léa Salamé. Il a pas voulu, il a pas voulu aller passer dans cette émission. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce vent qu'il a mis à Léa Salamé. Mais je pense que ça a dû être compliqué pour lui parce que du jour au lendemain, c'est quand même devenu une vedette qui était quand même parfois largement devant les autres pendant les épreuves de natation. Donc vraiment très impressionnant aussi. Il y a eu aussi le fameux triplé en VTT français. J'ai regardé aussi cette épreuve, très impressionnant. Donc un podium 100% français. Encore une fois, bravo à vous, franchement. Il y a eu aussi en escrime. Alors l'escrime, c'est un sport que j'ai moins tendance à regarder, où la France s'est aussi fait remarquer. Bravo à vous encore les Français, franchement. GG, à chaque fois que je regardais une épreuve, je me disais mais vous êtes jamais loin. Vous êtes toujours dans les parages, c'est ouf. Alors en Belgique, nous avons bien évidemment Remco en cyclisme, qui a eu donc la médaille d'or. Nous avons notre très grande et magnifique Nafissatou Thiam, qui est véritablement la reine de l'heptathlon. D'ailleurs, je ferai bien aussi une vidéo sur elle, mais j'avais déjà regardé, j'avais pas trouvé grand chose sur son enfance et tout ça. Peut-être que je vous ferai aussi alors une vidéo sur ce qu'est l'heptathlon et vous faire un petit lien avec Nafissatou Thiam. Ça pourrait être super cool. Pour tous les fans, rajoutez-moi tous les athlètes, tous les médailles, tout. Je veux que ce soit le plus complet possible en commentaire. Alors bien évidemment, pour terminer en beauté, j'étais obligée de parler d'elle. Simone Biles, qui est donc une gymnaste américaine. J'ai fait une vidéo sur elle, donc n'hésitez pas sur tout son parcours, son enfance, etc., etc. Alors évidemment, elle nous a régalé parce qu'en fait, à Tokyo, elle était vraiment très mal psychologiquement et donc elle a arrêté assez rapidement la compétition. Et on n'était pas sûr qu'elle soit au top du coup pour les JO de 2024 et elle était là et elle était au top. Donc Simone Biles, elle a eu une médaille d'or au concours général par équipe, une médaille d'or au concours général individuel, une médaille d'or au saut de cheval et une médaille d'argent au sol. Elle est malheureusement tombée à la poutre, ce qui fait qu'elle a eu la 5e place à la poutre. Simone Biles, elle marque l'histoire parce que c'est l'une des meilleures gymnastes américaines de tous les temps. Quand vous regardez sur Wikipédia, elle a un palmarès, mais je crois que même elle doit oublier des médailles tellement son palmarès est gigantesque. Moi je l'adore, j'adore sa personnalité, son caractère, je la trouve incroyable. Et ça a été aussi une des stars pendant les JO. D'ailleurs, j'ai vu une photo de Simone Biles à côté de Léon Marchand, c'est très rigolo comme photo. Franchement, je la trouve trop chouette. Et je devais terminer cette vidéo sur Simone Biles. Voilà les amis, cette vidéo était super longue et en même temps, j'ai l'impression que j'ai parlé du centième, du 10e de ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller participer aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!